Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue sur Vox Africa et merci d'être au rendez-vous de votre émission African Chronicles. Dans notre dernière émission, nous sommes revenus sur la période de colonisation de la Guinée-Conakry, d'après l'excellent documentaire réalisé par notre confrère Olivier Enogo et que vous avez pu suivre sur notre antenne. Aujourd'hui, nous allons poursuivre le débat sur cette période de l'histoire et tout particulièrement sur l'après-indépendance de la Guinée-Conakry. Avec nous, depuis notre studio à Londres, nous avons M. Abraham Diallo, qui est conseiller à l'UFDG, Dr Clément Conan, qui est professeur de lettres modernes, nous avons Sylvain Debogou, qui est journaliste et écrivain, et enfin Rachel Chunia, qui est rédactrice en chef du site de Bridge Magazine. Merci à tous d'être avec nous pour cette émission. La Guinée-Conakry, fraîchement indépendante de l'entreprise française, va connaître des pressions venues ou pas de l'extérieur. Ahmed Tijani Cissé, ministre de la Guinée, de la Culture et du Patrimoine historique, nous parle de la situation juste après le départ de la France. Les dérives ont commencé en 60. La France qui avait quitté a voulu rester. De Gaulle a dit j'en tirerai toutes les conséquences, mais je ne ferai pas d'obstacles. Mais ils en ont fait des obstacles. Donc, des coups ont commencé à être montés pour que la Guinée rejoigne le giron de l'Empire français, c'est-à-dire dans la néocolonie, dans la néocolonisation, puisque ceux qui étaient indépendants à l'époque avaient des chefs qui venaient, parce que l'essentiel de leur décision était prise à Paris. La Guinée était accusée, vous savez, à l'époque il y avait les deux mondes, l'Est et l'Ouest. La Guinée était accusée d'être un pays communiste. Giron de l'Union soviétique. Donc, l'impérialisme avait peur que toutes les colonies soient influencées par la Guinée et que toute l'Afrique devienne communiste. Ce n'était pas du tout le cas. L'Afrique est communautaire, mais n'est pas avec notre culture, notre évolution. L'Afrique ne pouvait pas être communiste comme l'Union soviétique, comme la Corée actuelle. Mais la communauté, la solidarité africaine était un ancrage pour gérer le pouvoir ensemble. Malheureusement, la Guinée a connu des dérives. Vous avez vu les vidéos et alors après l'indépendance, qui a vraiment le pouvoir en Guinée-Conakry et quel genre de pression ont été mises sur le pays? Bon, après l'indépendance, on peut dire que le 2 octobre 1958, Sékou Touré est devenu président de la Guinée. Et puis, nous avons son parti, le PDG, qui a été, en fait, c'est le parti, en fait, présidentiel. Et donc, mais il faut dire qu'il y avait d'autres partis, comme le BAG, le Bloc africain de Guinée, qui existait. Donc, par rapport aux pressions, la France n'a pas du tout hésité, parce que dès les premières heures de l'indépendance, la France a voulu sérieusement sanctionner la Guinée pour avoir voté non. Et donc, il fallait donner une leçon à tous les autres pays qui voudraient prendre le chemin que la Guinée a pris, que si vous votez non, voilà en fait ce qui va advenir. Mais comment la Guinée a été gérée après l'indépendance et qui l'a gérée? On peut dire que au début, il y a en fait, le parti était organisé, donc le président, il était là, il y avait aussi sa famille. Le président Sékou Touré. Le président Sékou Touré. Il y avait aussi des membres de sa famille qui participaient à la gestion. Il y avait aussi d'autres, des Guinéens, puisqu'il y avait eu des acteurs qui sont venus un peu partout de l'Afrique pour pouvoir assister. Donc il y avait des technocrates qui occupaient certaines fonctions. Est-ce que pendant sa gestion, vous pensez qu'il y a eu des excès? Qu'est-ce que vous en pensez, Clément? Des excès, disons que pour tout premier gouvernement,
il peut y avoir des excès. Parce que d'abord, il faut savoir ce que c'est que gouverner un pays. Et à mon sens, Sékou Touré vient d'hériter de quelque chose et qu'il a pensé peut-être que les Français allaient l'aider. Et il y a aussi, il ne faut pas oublier, il faut tenir compte de la déception. Parce qu'au préalable, c'était pas seulement Sékou Touré, c'était un parterre de chefs d'État qui avait décidé de ne pas demander l'indépendance intégrée. Il avait décidé de prendre une indépendance séparée. Et donc, Sékou Touré, se voyant, j'allais dire, trahi par ses propres frères africains. Donc, il a commencé une gestion de son pays avec cette haine, cette colère et cette irritation dans son cœur. Alors, dans un premier temps, il y a la trahison autour de lui. Que va-t-il faire à l'intérieur du pays? Il faut aussi se refermer, utiliser des personnes qui seraient favorables à Sékou Touré dans sa gestion, disons, des gens qui vont le protéger, qui vont l'entourer et qui seront en quelque sorte comme une sorte de bouclier pour éviter qu'il y ait des interférences étrangères. Alors, on ne peut pas dire que, dans un premier temps, il avait les mains libres pour diriger le pays comme cela se devait. Rachel, est-ce que la fin justifie les moyens par rapport à sa gestion, les actions qu'il a prises, etc. Est-ce que les excès, entre parenthèses, sont plus ou moins justifiés? Les excès ne devraient pas être justifiés parce qu'il y a toujours des façons un peu plus pacifiques de régler des conflits. Quand il y a des bains de sang et des populations civiles qui payent de leur vie. Il y a toujours des conséquences et puis il y a toujours des ressentiments. Comme vous dites. Toujours des ressentiments. Sylvain, on a vu que Sékou Touré a eu des difficultés à gérer, mais il est dans une situation particulière. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense plutôt qu'il faut voir, lorsque Sékou Touré n'était pas encore président, ce qui se passait déjà. Sékou Touré, Kwame Nkrumah, Patrice Lumumba sont les apôtres du panafricanisme. Voilà, il faut voir cela. Lorsque de l'autre côté, Félix Houphouët-Boigny, qui à côté de lui, qui disait que son pays, la Côte d'Ivoire, ne va pas servir de vache à lait aux autres pays. Et donc il y avait déjà cette tension dans la sous-région entre les leaders charismatiques que l'Afrique produisait déjà. Et donc Sékou Touré qui accède au pouvoir, et ce pouvoir, comme le docteur vient de le dire, où les leaders disent on vient au référendum, on dit non en bloc au référendum du général de Gaulle, et finalement, à un moment donné, lui, la Guinée ayant eu, je dirais peut-être la malchance d'être le premier pays à voter, qui dit non, et derrière lui, carrément en Côte d'Ivoire, au Sénégal, partout, au Niger, on dit oui. Mais c'est une trahison. Et maintenant, lorsqu'on parle des excès, je pense que Sékou Touré, à cette période-là, pendant cette période précise, n'avait pas les mains libres. Et il y avait aussi, il faut voir de l'autre côté, il y avait la guerre froide qui battait déjà son plein entre l'ancienne URSS et en même temps le bloc de l'Ouest. Et donc, réellement, il était vraiment entre le marteau et l'enclume. Il fallait qu'il se cherche, comme on le dit, il fallait qu'il se défende. Et depuis l'intérieur, comme je le disais tout à l'heure, tout opposant à Sékou Touré fuyait pour aller en Côte d'Ivoire la plupart du temps, ou au Sénégal. Et de là-bas, ils attaquaient. On va voir ce qui se passe de l'autre côté, quand quelqu'un a été privé de sa liberté, etc. Nous avons Mamadou Kolon Diallo, qui a été emprisonné dans ce fameux camp de Boiro. Il revient sur son expérience, toujours au micro de notre confrère Olivier Nogo. Je suis instituteur de formation. J'ai été arrêté en 1961 lors de ce qui est convenu d'appeler le complot des enseignants. Ce complot, il consistait en quoi? Les enseignants avaient demandé une révalorisation de leur statut. Et le chef du gouvernement, le président de la République à l'époque, avait promis de veiller à cela puisque l'enseignement, disait-il, était sa priorité. Et quand il a fait promulguer le statut des enseignants, nous avons constaté que
l'ensemble des catégories professionnelles, l'ensemble des catégories de l'enseignement, chacun perdait quelque chose au lieu de gagner. Il a été rédigé un mémorandum à son intention pour lui expliquer qu'on s'attendait à une amélioration et non pas une régression. C'est ce mémorandum qui a été considéré comme subversif et comme une atteinte à la sûreté de l'État. Le bureau directeur du syndicat des enseignants a été arrêté et il y a eu des manifestations spontanées à Conakry et dans toute la République de Guinée, dans toutes les grandes villes, qui se solidarisaient avec les enseignants. Et ça s'est transformé en complot. On a arrêté non seulement le bureau directeur, mais d'autres enseignants, dont moi-même. On a arrêté en plus un certain nombre de cadres qui étaient considérés comme étant des gens de gauche, qui n'étaient pas bien vus à l'époque par le parti au pouvoir. Ce qu'on a appelé le complot permanent. En 1959, déjà, je suis instituteur de formation. J'ai été arrêté en 1961 lors de ce qui est convenu d'appeler le complot des enseignants. Ce complot, il consistait en quoi? Les enseignants avaient demandé une révalorisation de leur statut. Ok. Je suis instituteur de formation. J'ai été arrêté en 1961 lors de ce qui est convenu d'appeler le complot des enseignants. Ce complot, il consistait en quoi? Les enseignants avaient demandé une révalorisation de leur statut. Et le chef du gouvernement, le président de la République, à l'époque, a promis de veiller à cela puisque l'enseignement, disait-il, était sa priorité. Et quand il a fait promulguer le statut des enseignants, nous avons constaté que l'ensemble des catégories professionnelles, l'ensemble des catégories de l'enseignement, chacun perdait quelque chose au lieu de gagner. Il a été rédigé un mémorandum à son intention pour lui expliquer qu'on s'attendait à une amélioration et non pas une régression. C'est ce mémorandum qui a été considéré comme subversif et comme une atteinte à la sûreté de l'État. Le bureau directeur du syndicat des enseignants a été arrêté et il y a eu des manifestations spontanées à Conakry et dans toute la République de Guinée, dans toutes les grandes villes, qui se solidarisaient avec les enseignants. Et ça s'est transformé en complot. On a arrêté non seulement le bureau directeur, mais d'autres enseignants, dont moi-même. On a arrêté en plus un certain nombre de cadres qui étaient considérés comme étant des gens de gauche, qui n'étaient pas bien vus à l'époque par le parti au pouvoir. Ce qu'on a appelé le complot permanent. En 1959, déjà, un premier complot. 61, les enseignants, deuxième complot. Et ainsi de suite. Tous les 2 ans, au gré de l'échec, je dirais, de la situation politique, il a fallu trouver des boucs émissaires et Sékou Touré a trouvé que les boucs émissaires, c'était les autres. Alors c'était les fantoches, c'était les enseignants, c'était les militaires, et ainsi de suite. Ça a été les commerçants, ça a été toutes les franges de la population ont péri au gré des années, au gré des vicissitudes du pouvoir. Et on s'est retrouvé jusqu'en 1984, à la mort de Sékou Touré, avec près de 22 complots établis
Et bien sûr, ces 22 complots avec les lots de destruction et les lots de tuerie et les lots de pleurs. Alors, je me tourne, vous avez bien entendu et vu ce qui se disait ici, et je me tourne sur Sylvain en disant qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'était des complots ou alors des revendications légitimes par rapport aux commerçants, aux enseignants, etc. Il faut dire qu'à cette époque, la liberté d'expression n'était pas ce dont nous parlons aujourd'hui. Et je dis que Sékou Touré avait les mains liées. Je ne justifie pas du tout ce qu'il a commis comme excès. Mais même dans les autres parties de l'Afrique, je prends le cas de la Côte d'Ivoire, où Houphouët-Boigny a hérité d'une indépendance, je dirais, plus souple par rapport à Sékou Touré. Il y a eu aussi des complots, ce qu'on a appelé les faux complots d'Houphouët-Boigny, où il a fait construire une prison de torture spécialisée dans sa ville natale à Yamoussoukro. Cette prison a été en même temps détruite après. Mais dans le cas de Sékou Touré, certes, il y a eu des excès, mais il y a eu aussi des vrais complots. Et qu'est-ce que vous en pensez, Abraham? C'est très difficile de dire, puisque aujourd'hui nous demandons comment discerner les vrais des faux complots. Le problème, c'est qu'il n'y a jamais eu, en fait, une traduction des supposés complices ou bien des coupables vers une justice, et que ces personnes accusées puissent avoir en fait des avocats et se défendre pour prouver leur innocence, ou bien pour que l'État puisse prouver leur culpabilité. Donc, en quelque sorte, même s'ils sont des coupables, ce sont des victimes. Puisque dès 1959, on a déjà commencé à voir des complots qui se forment, et ceci crée en quelque sorte une sorte de paranoïa autour de la machine de l'administration du régime de Sékou Touré, et ce qui fait que cela ne fait que produire aussi des complots. Mais il faut dire que déjà, il y avait un plan triennal, un plan économique qui avait été établi, et malheureusement, cela s'est juste arrêté sur papier. Donc l'échec de cela peut toujours, à chaque fois, on peut toujours trouver des excuses pour montrer le retard, pourquoi ça ne bouge pas, pourquoi la révolution n'arrive pas vraiment à générer une prospérité économique, une prospérité sociale en Guinée. Voilà. Alors, non, mais en 1959, la Guinée qui est étranglée économiquement, la France qui a même enlevé le peu de goudron, je vous dis, sur la route principale que la France avait déposée, tout a été enlevé, tout ce qui était machine apportée par la France a été décapité. La Guinée était étranglée. Et donc là, je ne vois pas comment on pouvait réaliser un programme de développement dans ces conditions. Clément, comment on peut discerner le vrai du faux en termes de complot et la main de l'ex-colonisateur mettant la Guinée sous pression? Alors, je pense que le fait que la France agisse comme elle a agi à l'égard de la Guinée, c'est un fait. C'est-à-dire que ça montre justement la volonté de la France, son intention en Afrique. C'est-à-dire qu'il suffit de me dire non et j'utilise tout mon pouvoir pour te massacrer. Excuse-moi le mot massacrer, mais pour mettre la pression sur toi, pour te faire comprendre que tu n'es rien et que sans moi, tu ne peux pas aller plus loin. Et puis, ça montre aussi la colère de la France qui ne veut pas qu'on lui dise non. Donc il y a déjà quelque chose que la France est en train de montrer et qui doit nous servir de leçon aujourd'hui. C'est-à-dire que la France ne veut pas que nous, on décide de faire quelque chose sans qu'elle soit là, sans qu'elle nous dicte quelque chose. Ça, c'est un fait, c'est une réalité. Deuxièmement, il y a les complots. Ça montre aussi qu'on a Sékou Touré qui a le pouvoir. 2 ans ou 1 année après, il y a un soi-disant complot. Il y a un ministre de la Justice. Il faut que la justice fasse son œuvre. Question de justice maintenant en Guinée. Deuxième élément, c'est que Sékou Touré, en mon sens, il agit comme un chef traditionnel. C'est-à-dire qu'il ne souhaite pas qu'il y ait des personnes qui viennent le voir pour quelques revendications que ce soit. Pour lui, ce sont des menaces. Alors, il réagit, il met tout cela sous la forme de complot. Ouais. Rachel, est-ce que
vous soutenez la thèse des éléments extérieurs essayant de déstabiliser Sékou Touré? Oui, bien entendu, bien entendu. Pourquoi? Surtout parce que les lendemains des indépendances, l'ancien président français, De Gaulle, à la conférence de Brazzaville, exprimait déjà sa volonté de ne pas se défaire totalement des colonies. Et donc, on sait très bien qu'avec ce système de domination et de contrôle des anciennes colonies françaises, il ne pouvait qu'avoir une déstabilisation. Et par ricochet... Par ricochet, ce qui se passe. Oui, c'est ce qui se passe. Mais pour Mohamed Touré, fils du président Sékou Touré, il nous donne une toute autre version des faits. Nous étions dans un combat, dans une guerre. Je viens de vous dire quelle a été l'ampleur de l'implication du peuple de Guinée sous la direction du PDG dans les luttes de libération du continent. Ce combat-là, il ne se fait pas sans tragédie. Avant de donner ses sentences, Sékou Touré avait déjà fait des discours de haine, des discours où il n'y avait pas de pitié. Je peux vous citer tous les discours qu'il a fait avant que justement l'Assemblée nationale soit, comment on appelle ça, soit transformé en tribunal populaire révolutionnaire, directement de son fait d'ailleurs, puisqu'il l'a dit, à partir de maintenant, l'Assemblée nationale est transformée en tribunal populaire révolutionnaire et qui est chargé maintenant de nous dire ce qu'il faut. Et il n'y a pas de pitié et il a même dit dans un discours, cherchez-les, tuez-les et rendez compte. Alors, comme vous voulez de le voir, on parle. Est-ce que c'est un combat pour la liberté ou ou un crime contre le peuple guinéen avec des excès de pouvoir et surtout les pouvoirs exceptionnels qui Sékou Touré a voulu donner à l'Assemblée nationale? Il faut dire que avec tout ce qui s'est passé en Guinée, rien ne justifie réellement les crimes. Il y avait d'autres moyens certainement plus conciliant de pouvoir gérer le pays. La Guinée a obtenu son indépendance. Nous n'avions pas une nation, donc il fallait construire la nation guinéenne. Donc au lieu de chercher à créer la nation guinéenne, il y a eu des pressions non seulement internes, mais aussi externes. Mais il faut signaler le rôle fondamental que la France a joué dans tout cela. Parce que la Guinée, je me dis, à elle seule, certainement, nous n'aurions pas pris la route de cette dérive dictatoriale à nous seuls. Il y a eu des contextes, des paramètres externes. La France en elle-même, nous étions dans la phase de la guerre froide. Il faut choisir un camp, soit tu es avec moi ou contre moi. Et donc, ceci n'a pas du tout facilité la tâche à Sékou Touré. Mais cela n'explique pas réellement les raisons de sa mainmise totale sur le peuple et avoir toutes sortes de... toute personne qui ne dit pas, en fait, qui n'est pas sur la même ligne que le parti révolutionnaire comme étant, en fait, un adversaire, un ennemi politique à abattre. Donc, mais il aurait pu quand même être plus inclusif dans un sens, attirer les énergies, les intellectuels ou les gens et d'avoir un petit peu un débat démocratique au sein de son parti. Qu'est-ce que vous en pensez, Clément? Alors là, nous sommes en train d'utiliser des termes modernes pour qualifier certaines situations, avoir une certaine vision inclusive et ainsi de suite. Je pense à mon sens qu'en 1958 ou en 1959, Sékou Touré n'avait pas cette vision-là de rassembler, de former une communauté, de former une cohésion à l'intérieur de son pays. Il n'avait pas cette vision-là de ce que c'est qu'une nation véritable, j'allais dire, de rassembler, puisqu'il vient d'être rejeté par la France, de rassembler le restant de son peuple et forger, j'allais dire, une armée
Quand je dis une armée, ce n'est pas des militaires, mais une force guinéenne qui défie la volonté du président de Gaulle de laisser tomber la Guinée. Ce n'est pas ce défi-là qu'il a relevé. En fait, il s'est engagé sur un autre terrain qui, comme disait l'autre, ce n'est pas en faisant des sacrifices, disons qu'en voulant se libérer, on peut combattre, mais sans tuer le peuple. Je peux faire des sacrifices sur moi-même sans pour autant tuer quelqu'un. Absolument. Mais je voulais dire, il faut rajouter là que l'indépendance de la Guinée n'a pas été obtenue par la guerre. Non. Elle a été obtenue de façon pacifique. C'est la gestion du pays après l'indépendance. Réellement qu'après l'indépendance, qu'on vienne en fait à massacrer les populations. C'est pour ça. Là, on a eu du support du côté de l'Afrique et même hors de l'Afrique. Il y a eu des intellectuels qui sont venus pour aider la Guinée, puisque la Guinée, on estimait, a suivi le bon chemin. Voilà. Allez-y, Rachel. Oui, pour abonder dans le même sens que le docteur tantôt, ce serait trop demander peut-être à un chef d'État de cette période-là d'avoir une attitude beaucoup plus ouverte et réceptive par rapport aux membres politiques de l'opposition, si on peut l'appeler ainsi. Je prends l'exemple du Cameroun. Au Cameroun, l'ancien président de la République, son Excellence Amadou Ahidjo, paix à son âme, était l'emblème même de la France-Afrique. Il a été, en fait, sous son règne, on a assisté au décès, ou si vous voulez même à l'assassinat de l'une des têtes de proue, Monsieur Oumniobé, de la révolution camerounaise, le lendemain de l'indépendance. C'était pas si évident. Alors que, s'il faut voir de près, c'était des personnes qui avaient un profil, ce monsieur particulièrement, c'était l'un parmi tant d'autres, la liste ne saurait être complète, avait un profil académique assez étoffé. Docteur d'État, d'économie d'État à l'époque, il avait le profil du poste. Mais malheureusement, puisqu'il n'était pas facile de la servir, alors donc sa ligne politique ne matchait pas avec les exigences de la France. D'où sa perte. Monsieur Fodé Amara Bokar Marega, dont le père avait été emprisonné et accusé de faire partie du complot militaire. On va l'écouter pour savoir ce qu'il a à nous dire. Mon père, lui, je dirais qu'il a été arrêté en 69 lors du complot Kaman Fodeba, complot des militaires. Et le motif de son arrestation, c'est de ne pas avoir dénoncé une conversation entendue entre son frère, Kaman Diaby, et son beau-frère, Bamamadou. Donc on l'a arrêté et bien sûr, jet noir au camp Boiro.